Donc on est venu avec Alison vous parler donc, des nouveaux métiers RH et de leurs nouveaux enjeux surtout. Donc voilà, cette session elle est vraiment interactive dans l'idée, donc n'hésitez pas surtout à nous interrompre, à nous poser vos questions. On vous en posera aussi, ça sera aussi l'intérêt. Donc pour ma part, je me présente, je suis Morgane Buret, je travaille au sein de Dassault Systèmes. Je suis chef de projet formation au sein de l'équipe IAMIAR, donc Europe, Middle East, Afrique et Russie. Et voilà, je serai là pour faire un focus learning au travers de tous les nouveaux métiers RH qu'on va voir ensemble. Merci Morgane. Je me présente, je m'appelle Alison Saïsouli, je suis DRH au sein de la société IMG qui fait partie du groupe Endeavor. Alors je pense que de nom, ça ne parle à personne. Juste pour résumer, on est leader dans le sport, l'entertainment, et ce qui va plus vous parler, c'est plus UFC, je pense, Miss Universe, Taste of Paris, des events, les Fashion Week arrivent, donc c'est un milieu assez artistique, créatif, et je m'occupe des ressources humaines sur la zone Europe, un peu comme voilà, pour Morgane. Déjà, je vais commencer par une première question. Parmi tous ceux présents, levez la main ceux qui, en tout cas, ont entamé ou souhaitent entamer une carrière des ressources humaines. C'est juste en réflexion. Ah, quand même ouais. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Alors déjà, on va commencer juste en premier lieu à un petit peu énumérer le panel des métiers RH. Ouais. Parce que c'est vrai que je pense que quand on pense RH, on pense recrutement ou malheureusement aussi licenciement après cette période Covid. Mais c'est vraiment des fonctions qui sont passionnantes, qui peuvent être créatives, innovantes, qui ne cessent de se renouveler. Et avec Morgane, l'idée ce serait vraiment de vous faire un panel de toutes les possibilités qu'on peut avoir en termes de carrière RH, qui est une fonction clairement extrêmement transverse. Donc pour commencer, tu pourras compléter ensuite par la suite, hein, je vais essayer de faire un petit peu en entonnoir. Donc il y a des fonctions vraiment axées humaines et stratégiques, donc forcément des postes de DRH, responsable RH, vraiment plutôt un panel généraliste 360, c'est-à-dire qu'on va toucher à tout. Il faut savoir qu'il y a aussi des expertises, donc il y a la partie formation, Morgane va plus vous en parler. Il y a un pôle de tout ce qui est gestion des rémunérations, politique de rémunération, des expertises en termes de responsable de paye, d'administration du personnel, la partie aussi ce qu'on appelle Compensation and Benefits. C'est tout ce qui est en rapport avec tous les avantages dans les packages, parce qu'il n'y a pas que le salaire. Il y a tout aussi une stratégie qu'on peut mettre en place en tant qu'RH avec un package benefits, que ce soit des avantages sociaux, tous les accords qu'on peut mettre en place. Il y a également aussi un aspect juridique, je dirais, et de négociation avec toutes les relations sociales. Alors, les négociations avec les syndicats, les représentants du personnel. Donc, par exemple, dans ma fonction de DRH, ça va être d'animer des réunions de CSE avec des délégués syndicaux et des représentants du personnel pour mettre en place, par exemple, un accord d'égalité homme-femme, un accord de participation. L'idée étant, la fonction RH, c'est d'assurer vraiment de gérer de A jusqu'à Z la carrière du collaborateur. La partie recrutement, je pense que c'est celle qui est la plus connue parmi les fonctions. Dans le talent management, le challenge d'aujourd'hui, ça va être vraiment d'être très attractif. On est sur une génération Z qui est extrêmement volatile. Je pense que les carrières professionnelles, c'est plus juste un métier. Maintenant, les jeunes sont en quête de sens. Il faut qu'il y ait un impact, il faut ça ait un sens dans leur vie. C'est pas juste un salaire et avoir juste un métier. Donc, il faut être créatif dans les passerelles. Donc, je pense que tu pourras intervenir aussi sur la partie. Donc, l'aspect recrutement. En termes d'autres métiers aussi, en expertise, vous avez également tout ce qui est communication interne RH. C'est également une spécialisation. Il y a des personnes qui sont vraiment axées, alors plus dans des organisations plus grandes, bien sûr. Plus vous allez aller dans une organisation qui est petite, plus forcément, vous serez un petit peu plus
couteau suisse, je dirais. Donc effectivement, au final, je ne sais pas combien de domaines RH vous imaginiez avant cette présentation. On en comptait avant cette conférence environ 6 grands domaines RH, donc déjà c'est assez large. Ce n'est pas uniquement effectivement un rôle de DRH, responsable RH et recrutement. On a énormément d'expertise, une énorme palette de métiers RH à l'intérieur. Et donc à l'intérieur de chacune de ces expertises, vous allez retrouver aussi une palette de métiers qui va être différente. Donc si je fais du coup un focus sur le métier du learning, vous allez retrouver des métiers qui vont être plus dans la gestion en fait, de l'activité, alors des métiers finalement assez opérationnels, mais vous allez retrouver aussi des métiers, des fonctions comme ça peut être la mienne, vraiment d'accompagnement de la stratégie. Et aujourd'hui, si donc on parlait aussi des enjeux, c'est aussi le but de ce temps cet après-midi. Aujourd'hui, un des enjeux de la fonction RH, mais aussi évidemment de la fonction learning, c'est que si on n'est pas capable de démontrer qu'on intervient en soutien et qu'on est un pilier pour articuler la stratégie de l'entreprise, on n'est pas voué finalement à tenir très longtemps dans l'organisation. On va finir par basculer sur des fonctions finalement de sous-traitance finalement de l'activité. Donc il faut qu'on montre qu'on est game changer et ça c'est vraiment passionnant dans notre métier. Aujourd'hui, dans mon métier, j'ai énormément une partie de créativité. Ce qui, voilà, moi-même me surprend, je viens des médias à la base, je me suis reconvertie et je pensais absolument pas retrouver une partie créativité, gestion d'événements, développement, même pour ceux qui aiment la tech et qui aiment plus particulièrement tout ce qui est, comment dire, voilà, plus développement même. Voilà, on peut vraiment trouver son bonheur aussi dans les RH et en learning, puisque dans les périodes de l'année, je peux autant développer un module e-learning ou être sur la gestion d'un événement national de formation sur les leaderships par exemple, être en rendez-vous avec des top managers pour les accompagner à développer leurs équipes et atteindre la performance qui est souhaitée pour soutenir la stratégie. Voilà, vraiment c'est une palette qui peut être complètement large et là c'est qu'en learning. Donc comme vous le disiez avant Alison, les RH c'est beaucoup plus large que ce qu'on peut s'imaginer au départ et si on reste dans une vision de la fonction très administrative, on n'est pas voué finalement à rester finalement dans le secteur RH. Il faut vraiment qu'on montre qu'on est un pilier et donc rester aussi focusé sur la data. Donc savoir finalement démontrer qu'on est capable d'articuler la valeur et savoir le démontrer. Donc comment on va le démontrer? C'est aussi avec une vision chiffrée, une vision statistique et donc savoir aussi être data-oriented. Et donc dans nos métiers RH, dans le futur, on aura aussi toute une partie data scientist et c'est également voilà, quelque chose que vous pouvez exploiter si ça vous intéresse au travers des métiers RH. Merci Morgane. Au niveau également, ce que j'aurais voulu qu'on me dise avant que je me lance en master, c'est surtout la posture, quelles sont les qualités requises, est-ce que j'ai une personnalité, une posture, une position et un caractère pour pouvoir faire ce métier. J'aurais voulu qu'on me dise que effectivement, ressources humaines, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment un métier à part entière. Alors, elle est passionnante, mais il faut être mentalement très solide quand même, parce que c'est un poste où on a un positionnement délicat entre direction et salarié. Il faut porter les messages de la direction, de la stratégie de l'entreprise. On peut être challengé sur le fait qu'elle ne puisse pas être en adéquation avec nos valeurs, notre éthique. Ça peut être un challenge aussi. Ce qui est extrêmement important avant de se lancer, c'est, je pense avant tout, l'ouverture d'esprit. C'est une fonction qui ne cesse de se renouveler. Si on cherche quelque chose dans une zone de confort, avec une routine et quelque chose qui, en tout cas, soit, on va dire, méthodique et qui soit plutôt routinier, ce n'est absolument pas la fonction qu'il faudra prendre. Ça ne cesse de se renouveler. On ne cesse d'apprendre, je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre de cette fonction-là. Et justement, la crise du Covid a clairement mis les ressources humaines de front. On a été en première ligne.
À titre personnel, je pense que la crise Covid a été le challenge en 10 ans d'RH le plus difficile de ma carrière. Petite carrière en tout cas, j'en suis pas encore loin. Parce que il y a tout ce challenge, finalement c'est une crise qui a été subie. On a dû être réactifs, on a été tous confinés, il y a eu le télétravail, il y a plein de fonctions qui n'étaient absolument pas préparées à être du jour au lendemain se retrouver confinés, coupés du monde, ne pas avoir son équipe, ne pas être équipé, apprendre à faire du collectif, de la collectivité à distance. C'est un autre mode de fonctionnement, ça a éveillé beaucoup plus de flexibilité finalement. Et on a dû s'adapter et accompagner les managers et le top management, justement à les conseiller, à les aider à trouver une stratégie justement pour cette gestion de crise. Donc sur les enjeux, ce que je pourrais ajouter également, je dirais il y en a 3. La première, c'est effectivement gérer cette nouvelle génération Z, parce que maintenant on a vraiment des candidats et des salariés qui sont complètement dans un aspect très volatile, être attractif, savoir les retenir et pouvoir gérer et faire une mobilité interne et pouvoir en fait justement donner des perspectives, c'est de la GPEC, gestion des emplois et des compétences, qui permet justement de s'assurer l'avenir, l'évolution de carrière. La deuxième, je dirais, c'est toute la digitalisation et automatisation des ressources humaines. Fini les déclarations faites au papier, au stylo. Maintenant, on est dans un monde, dans l'ère digitale, avec des systèmes d'information automatisés, avec une intelligence artificielle qui se développe, et les ressources humaines, justement, sont clairement porteurs dans cette fonction, ce qui permet vraiment de rendre beaucoup plus intelligible et beaucoup plus automatisé toute la data, pour faire parler les chiffres qui peuvent aider justement aux prises de décision pour la direction. Et je dirais la troisième, c'est de revoir complètement le mode de fonctionnement de travail. Aujourd'hui, nos modes de travail ne sont absolument plus les mêmes de ce qu'il y a 10 ans. C'est fini le culte du présentéisme au bureau. Si on part à 17h, c'est un petit peu compliqué, on regarde un petit peu de travers. Maintenant, on travaille de façon digitale nomade. Il faut pouvoir adapter, c'est une forme aussi d'attraction aussi pour retenir les candidats, les attirer, et c'est le troisième, je dirais, enjeu, en tout cas, je ne sais pas si tu en vois d'autres. Je pense qu'en termes d'enjeux, tu les as bien cités. Si on devait les résumer aussi sous forme de qualité ou de compétences, puisque voilà, la compétence, on va être dans l'ensemble des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire pour pouvoir exercer donc, un rôle. Je dirais le maître mot, c'est l'agilité. Donc cette manière de pouvoir s'adapter aux situations, aux changements, aux contraintes, au contexte, et de pouvoir livrer en continu. Je fais un parallèle parce que je suis dans une entreprise de développement logiciel. Avant, on avait le cycle en V où on prenait le besoin client, on développait et finalement, X mois après, on livrait un résultat à son client. Donc nous, on parle beaucoup de clients internes dans mon entreprise, mais je pense que c'est assez global. Les collaborateurs pour lesquels je travaille et les managers, ce sont mes clients internes, donc ce qui sous-entend une certaine posture envers eux, que je n'aurais pas par rapport à d'autres collègues. Voilà, on va vraiment adapter notre posture en fonction de notre interlocuteur. Donc ça, c'est aussi intéressant à développer pour soi-même. Et puis, évidemment, maintenant, on est plus dans un cycle d'agilité. Donc on va livrer en continu par petites briques, finalement, pour rester toujours en lien avec notre client et adapter en fonction de l'évolution de ses contraintes notre produit, le service qu'on va pouvoir leur délivrer. Donc même chose, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que finalement on ne va pas être dans des fonctions administratives, enfin si on le veut ça peut, mais évidemment si on veut aller bien au-delà, clairement c'est vraiment un domaine qui est très large. Voilà, tout dépend aussi, aller chercher les expériences qui vont vous développer dans la manière dont vous avez envie de vous développer. Donc aller chercher les entreprises, vraiment étudier les fiches de poste voilà, et faites confiance aussi à votre ressenti, votre feeling en fonction de vos entretiens. Il se trouve que moi, quand j'ai choisi de me reconvertir, j'avais le choix entre rester dans mon entreprise et faire, donc à l'époque, ce qu'on appelait un CIF, un congé individuel de formation, ou bien quitter mon CDI et du coup, voilà, recommencer un apprentissage. J'avais pas exclu ces deux pistes. Il se trouve que j'ai eu un super entretien au sein de Dassault Systèmes
pour vraiment me développer avec un poste qui, quand bien même en apprentissage, était très riche et sur lequel je sentais que mon manager allait être vraiment un manager avec une posture de coach. Donc voilà, j'ai pris ce risque, quand bien même j'étais encore en congé maternité. Il se trouve qu'aujourd'hui, donc 7 ans après, j'ai pu grimper dans la fonction et j'ai pas regretté. Donc voilà, un des conseils que j'aurais aimé entendre, c'est surtout faites-vous confiance, allez chercher les expériences qui vont vous développer là où vous voulez. Et surtout, vous avez vraiment droit à ce développement-là et à aller cranter quand bien même en apprentissage ou en stage. Donc voilà, l'agilité, vraiment faites-vous confiance. Et puis, voilà, une de mes premières expériences RH qui n'était pas la meilleure, mais je suis arrivée dans une fonction très administrative. Donc c'était vraiment un peu le cliché, j'étais dans une tour à la Défense, on m'a donné un dossier, tu vas classer ça en ordre alphabétique. Donc voilà, je me suis dit, venant des médias, c'était vraiment le virage à 180 degrés. Et après, je suis allée chercher des expériences qui m'ont montré que non, les RH, c'est bien plus que ça. Et voilà, aujourd'hui, je travaille sur des plans de com, vraiment des domaines en fait qui sont très larges et qui me permettent d'exploiter les RH et de montrer notre valeur ajoutée auprès de nos clients internes de la meilleure manière qui soit. Et vraiment, voilà, on va exploiter de l'agilité, de la créativité, une partie data, une énorme gestion de projet. Donc si vous aimez ça, c'est super. Vraiment faire en sorte de démontrer en fait notre valeur au travers de propositions nouvelles, puisqu'Alison le disait très bien, en fait il faut qu'on se réinvente sans arrêt. Donc il faut trouver plein de manières de le faire et vous allez y mettre votre patte et c'est ça qui est génial parce que chacun se fait aussi son propre profil RH parce que ça reste une dimension humaine. Donc en learning, on est assez protégé, on n'a pas cette partie disciplinaire, on peut vraiment être en lien avec les collaborateurs sur tout un panel qui est plutôt que sur le positif, donc c'est aussi ce que j'aime, même si il faut toujours tenir le parti de la direction. Mais pour autant, on peut être aussi sur un autre axe avec les collaborateurs et c'est ça aussi que j'aime si on devait parler d'un focus learning. Donc voilà, n'hésitez pas à exploiter la palette et à voir où vous vous sentez le mieux et puis le style aussi d'RH que vous voulez développer. C'est tout à fait normal de commencer purement dans l'administratif où souvent beaucoup commencent par le recrutement. Ça peut faire peur d'office parce qu'on est lancé complètement dans le bain et selon les secteurs c'est plus ou moins challenging. Ce que je peux également conseiller, c'est de persévérer parce que pareil, moi j'ai une première expérience où je me suis dit oula, je suis pas vraiment certaine que ressources humaines ce soit un métier pour moi et finalement il faut rebondir, tester, essayer et en fait d'un domaine à un autre c'est totalement différent. On peut absolument détester le recrutement et trouver une réelle vocation sur, par exemple, ça peut être du coaching, ça peut être si vous avez une appétence pour les chiffres, politique de rémunération, les gestionnaires de paye, responsables de paye, également la partie comp and ben. Si vous aimez la partie négociation, que vous avez une fibre commerciale, je dirais plutôt les relations sociales. Également, si vous avez également une appétence juridique, également pareil, les relations sociales. Il y a également en fait des services juridiques dédiés aussi pour les ressources humaines. Je pense que c'est important de trouver quelle est votre patte, votre passion, qu'est-ce qui vous définit en fait, qui vous plaît, et d'aller chercher en fait justement parmi tout le panel des métiers RH quelque chose qui vous corresponde et dans lequel vous vous épanouissiez et vous vous sentez bien. Et surtout de retrouver ses valeurs et de ne pas s'oublier et de se retrouver dans cette fonction-là. Je ne sais pas déjà si vous avez des questions, on a pas mal discuté. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des... Profitez-en, si vous avez des questions spécifiques ou des zones d'ombre, ou même s'il y a un sujet que vous souhaitez plus approfondir, n'hésitez pas surtout. Oui ? Oui. Oui, bien sûr. Alors, la formation. Bien sûr. Moi, rien à voir. J'ai commencé par un BTS MUC, Management des unités commerciales. Alors, j'avais 18 ans, j'étais passionnée de mode. Je voulais forcément aller dans la mode féminine. Et puis finalement, j'ai fait une reconversion vers les ressources humaines en faisant je ne sais pas si ça existe encore. À l'époque, ça s'appelait DESA-RH. C'était un diplôme européen. Assistante RH tout simplement, donc c'est le premier palier pour pouvoir justement un petit peu les premiers pas en ressources humaines.
J'ai continué ensuite auprès de SUPDRH, qui est une école privée spécialisée en ressources humaines, où j'ai fait un Master 1 et un Master 2, du coup responsable ressources humaines. Alors ce qui était super, c'est qu'il y avait 3 spécialisations. Il y avait, alors je ne sais pas si elles existent encore, mais il y avait fonction publique. Ouais. Moi, j'avais choisi personnellement management international des ressources humaines, parce que j'ai toujours voulu être dans une dimension vraiment, dans un scope international, pouvoir parler en anglais, avoir des enjeux vraiment sur un périmètre extrêmement large. Et le troisième, c'était, il me semble, c'était analyse finance. Là, c'était une filière plus chiffrée, où il y avait vraiment un focus sur tout ce qui était politique de rémunération, analyse financière. Donc là, c'est les personnes qui adorent les chiffres, les Excel, les reporting, ça c'est pour vous. Donc voilà, management international des ressources humaines en Master 2 pour ma part. Et j'ai fait l'ensemble de mon cursus en alternance. Très honnêtement, je pense que la voie de l'alternance, elle me paraît évidente en RH. Parce qu'en fait, entre ce qu'il y a dans les bouquins, le droit du travail et le petit bouquin rouge et la vraie vie, il y a 2 mondes, tu confirmes? Clairement. Donc c'était vraiment c'était le meilleur exercice, justement, d'apprendre pendant les cours, pendant les 3 premiers jours, la loi, la législation, les bonnes pratiques, et finalement de les confronter en entreprise dans la vraie vie et comment en fait fonctionne une organisation. Et effectivement, il y a un gap entre les deux. Complètement. Alors, pour ma part, cursus atypique aussi, et puis vraiment par étapes. Donc, dans un premier temps, moi, ce qui m'animait, c'était les métiers de la radio. Donc, j'ai fait une école qui s'appelle le STUDAC, qui est une école spécialisée dans les métiers de la radio. Donc, voilà, très spécialisée, où j'ai appris plein de choses sur le journalisme, le travail de la voix, vraiment, voilà, beaucoup de choses de cet ordre-là. Et j'ai travaillé durant plusieurs années après, donc au sein de diverses radios, plus particulièrement Radio France et France Info. Voilà, sur différents métiers attachés de production, d'édition, chroniqueuse, etc. Et puis, ce métier, enfin en tout cas le milieu ne me satisfaisait plus. J'ai eu vraiment le souhait de me reconvertir. Donc dans un premier temps, j'exerçais des postes de formatrice en communication. Et puis voilà, je voulais de toute façon reprendre mes études parce qu'à ce moment-là, j'avais un BTS du coup d'animatrice en expression radiophonique. Donc, ce qui effectivement n'ouvre pas tant de portes que ça. Bon, je le savais d'avance. Donc à la suite de ça, du coup, j'ai pu intégrer SUPDRH sur une licence généraliste RH. Et effectivement, comme Alison, vraiment la voie de l'alternance, pour moi, c'est vraiment clé. C'est ce qui va vous permettre de mettre en pratique tout de suite, de vous faire de l'expérience. Et sur le CV, voilà, il n'y a pas à dire, mais c'est clé. Et vraiment de justifier déjà une première réflexion aussi sur comment accompagner la stratégie d'une entreprise et vraiment mettre en pratique. Et vous pouvez vous faire une certaine idée d'une profession et puis finalement vous rendre compte sur le terrain que ce n'est pas ce que vous imaginiez. Et puis, il y a aussi des soft skills, donc les compétences plus comportementales à développer pour manager un certain nombre d'apprentis. Là, j'en suis à mon 5e. Je vois que finalement, c'est cette partie-là qui est la plus compliquée à développer parce qu'on arrive tous avec son passif. Et puis finalement, on peut, sur toute la partie hard skills, donc la partie connaissance pure du métier, vous allez l'apprendre à l'école. Donc ça, vous le saurez, il n'y a pas de souci. En revanche, savoir s'organiser, gérer son temps, savoir dire non, alors ça c'est encore compliqué pour beaucoup, mais voilà, savoir sur quoi s'engager, comment tenir sa posture, ça c'est autant de compétences. Si vous ne les apprenez pas sur le terrain, c'est rare qu'en école on les passe en revue. Donc l'apprentissage vraiment clé. Ce que j'ai repris du coup à partir de 2012, donc voilà, licence RH avec SUPDRH. Ensuite, je me suis reconfrontée au métier. Cette expérience de licence, elle m'aura appris là où je voulais aller et là où je ne voulais pas aller. Donc, en l'occurrence, ce qui m'attirait au sein des RH, c'était le recrutement, la formation. Je ne connaissais pas encore toute la palette. J'ai pu le faire sur un poste généraliste en apprentissage. Et à la sortie de ça, ça a vraiment confirmé mon désir pour la formation et vraiment la passion que j'ai aujourd'hui pour ce métier. Donc, au sortir de ma licence, j'ai tout de suite travaillé en tant que coordinatrice formation. Au sein d'une boîte d'ingénierie, je faisais partie de leur université d'entreprise. Donc j'ai fait ça quelques années.
Et à la suite, je me suis re-questionnée pendant mon congé maternité. Je voulais pousser plus loin mes études parce que je voyais que la licence finalement restait compliquée pour évoluer au sein d'une fonction. Malheureusement, en France, ça reste encore voilà, la réalité du marché. Les compétences ne suffisent pas, ou en tout cas le potentiel. On regarde encore beaucoup le diplôme. Enfin, je ne sais pas si tu confirmes. Oui, oui. Donc voilà, la France est ainsi faite, j'ai envie de dire, pour le moment. Donc voilà, je voulais reprendre mes études, et donc je vous le disais juste avant, c'est ce que j'ai fait, toujours avec SUBDRH, parce que j'en avais vraiment un très très bon souvenir. Voilà, il y a vraiment des compétences opérationnelles qu'on peut mettre, et qui sont très complètes, et qu'on peut mettre tout de suite en place sur le terrain. Donc j'ai repris un master RH en alternance. Et voilà, à la suite, j'ai pu être embauchée très rapidement au sein de l'entreprise où j'ai fait mon alternance, donc Dassault Systèmes. Et j'y évolue depuis maintenant plus de 6 ans. Et voilà, vraiment, j'ai pu faire évoluer mon métier au fur et à mesure comme je le souhaitais, me créer ma posture. Et c'est vrai que voilà, définiment, apprentissage, école spécialisée, même si tout est possible, mais j'aurais une tendance à préférer ce type d'école parce qu'on a des compétences opérationnelles et qui sont tout de suite reconnues en entreprise. Oui, bien sûr. Je répète la question pour tout le monde aussi. Donc, on parlait tout à l'heure de l'aspect stratégique de la fonction, oui. Comment ça s'articule, etc. Est-ce qu'on peut approfondir ce point-là? Alors, je vais en dire un mot, mais je pense que la vision d'Alison sera d'autant plus intéressante pour vous parce qu'elle est beaucoup plus globale sur la fonction. En tout cas, d'une vision learning en synthèse, je dirais que si on est simplement là pour appliquer ce qu'on nous dit, c'est-à-dire, moi, on va me dire, voilà, tu as un périmètre donné. Aujourd'hui, j'ai un périmètre de 2000 collaborateurs. Sur ce périmètre, il faut que tu sois garante du développement des compétences. Donc, ok, on va faire un plan de développement des compétences pour l'année en recueillant les besoins en formation des managers pour leurs organisations. Très bien. Mais là, je fais juste mon job. Je ne montre pas que je suis le pilier en fait, de l'accompagnement de la stratégie. Pour faire ça, il faut vraiment aller se nourrir. Donc pour moi, ça veut dire de manière impérative être présente aux présentations de la direction, aux messages qui sont donnés et surtout le laisser imprégner. C'est-à-dire, c'est pas simplement répéter comme un perroquet, je dirais, le discours de la direction, mais c'est vraiment se l'imprégner et l'incarner au mieux. Donc ça, c'est une première chose. Il faut vraiment, en fait, on est entre les deux et entre donc, la direction et les collaborateurs. Donc c'est comment donner du sens, parce que bien souvent, la direction va y apporter finalement voilà, des grandes phrases ou une vision qui est très stratégique, mais qui justement va l'être trop pour les collaborateurs. Donc on a, je dirais, une mission de vulgarisation pour que la stratégie, elle soit comprise et donc adoptée. Voilà, dans notre entreprise, en fait, on a un rôle où on dit adopte, adapte. Et donc, on va dans un premier temps, nous, adopter et faire et adapter les choses à la réalité de notre contexte pour le rendre au plus efficient. Donc ça, c'est une chose. Et puis surtout, dans la fonction, montrer avec des data, avec vraiment des données, des statistiques, montrer à notre direction en fait qu'on va aller au-delà et innover. Donc ça, c'est vraiment très important. Et prouver en fait qu'on a bien compris la stratégie de l'entreprise en proposant, ça va être les formations ou les actions qui paraissent en fait les plus pertinentes pour soutenir la stratégie. Donc pour moi, en fait, ça va être aller au-delà finalement des besoins en formation qu'on va me porter à ma connaissance. Si je m'arrêtais là, en fait, je ne soutiendrais pas à 200% la stratégie. Parfois, les collaborateurs vont vous demander des choses par rapport à leur réalité d'aujourd'hui, mais nous, on doit penser à demain. On doit faire en sorte que les compétences qu'ils vont développer vont rendre vraiment la performance de l'entreprise pérenne. Donc ça veut dire aller penser au-delà et proposer, dans un premier temps, de l'acculturation. Si ça paraît un peu tôt pour les organisations, on va y aller par étapes, mais être capable de montrer à la direction comment on va accompagner les collaborateurs pour continuer à être performants, donc voilà, au travers de formations, en faisant venir des experts, voilà, il y a plein de manières de faire. Et puis en montrant qu'on est data-driven, parce que c'est ça qui leur parle aussi. Donc voilà, c'est ce que je dirais sur le prisme de la formation. Et après, la réponse va être plus globale avec Alison. Alors, sur un poste de DRH, on est clairement le bras droit de la direction, du DG ou peu importe le leader, en tout cas du business. Alors, on a souvent tendance à penser que la DRH, c'est la méchante qui va supporter ce qu'a décidé le chef. Absolument pas, c'est cette subtilité de trouver le juste équilibre parce que si on fait RH,
c'est le H, je pense. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Malheureusement, il peut y avoir des directions où le H peut être challengé là-dessus. Et moi, je dirais que en fait, le rôle entre, justement, il faut s'assurer du bien-être, des conditions de travail et qu'on a des salariés qui soient épanouis, qui soient dans de bonnes conditions de travail, dans un bien-être. Parce que forcément, un employé qui est plus heureux, qui a un travail, des conditions plus flexibles, va être plus productif. C'est cet entre-deux. Et je dirais que du coup, le DRH, dans l'accompagnement de l'orientation stratégique du leader, c'est de dire, OK, le leader va dire au DRH, moi je veux aller ici, ou je veux mettre en place ceci. Le rôle du DRH, dans mon rôle pour le coup, j'ai une direction c'est un groupe américain. Alors pour vous dire, c'est très à l'américaine, très direct, où bon, la loi, c'est surtout la loi française, c'est pas celle qu'ils préfèrent, parce que c'est la plus complexe. Et puis surtout, c'est une législation qui, contrairement à d'autres pays, est très protectrice du salarié. Donc moi, je dois dire que dans mon rôle de DRH, c'est d'être vraiment garant de la législation. Bien évidemment, on ne va pas laisser la direction faire des choses qui ne soient pas éthiques ou en tout cas pas en règle avec la législation locale. Et également d'être garant également des bonnes pratiques. C'est-à-dire que pour arriver d'un point A à un point B, il y a 10 millions de façons différentes de le faire. Et justement, le DRH va avoir ce rôle de conseil. Quelle est l'approche, le plan d'action, par quelles étapes on va passer pour justement arriver à mettre en place une politique, une stratégie ou une nouvelle organisation ou une transformation. Donc dans cet accompagnement, ça passe surtout par beaucoup d'écoute. Il faut vraiment être en bras droit avec, en business partner. Hein. C'est pour ça que souvent on parle de HRBP. On ne dit pas que HR, mais c'est Human Resources Business Partner, parce que c'est pas juste RH, c'est RH pour le business. C'est vraiment accompagner le business, conseiller la direction, les managers, pour justement soutenir le business. Donc ça va être dans un rôle de conseil, de garant de législation, de bonnes pratiques pour résumer. Et c'est aussi un accompagnement, c'est de la conduite du changement. Et également aussi un petit peu de coaching, je dirais. Il y a une forme aussi de psychologie, hein, quelque part aussi, parce qu'on a affaire à des humains avec des caractères différents, des environnements différents auxquels il faut adapter effectivement ses pratiques et ses approches. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'interrogations, de zones d'ombre ou, Est-ce que le DRH peut être nomade? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Alors, le DRH, c'est pas forcément la personne enfermée dans son bureau à double tour avec la grande baie vitrée. Il y a des DRH qui sont digital nomades, ça existe. Tout dépend effectivement, je pense, du secteur d'activité. Hein. Je pense qu'il y a des cœurs de métier qui font que c'est dans leur culture d'office. Mais je dirais qu'il y a des DRH, pour ma part, il faut aimer le terrain quand même. Parce que pour pouvoir pratiquer et savoir ce qu'il faut appliquer, il faut connaître, il faut écouter, il faut s'imprégner, il faut savoir ce qui se passe, quelles sont les attentes, quels sont les besoins. Et je pense qu'on peut être nomade, mais il faut quand même rester un pied-à-terre sur le terrain pour avoir justement s'imprégner de la réalité du business, comment ça se passe pour justement s'assurer que ce qu'on met en place, les décisions qu'on prend avec le top management soient en adéquation avec justement les attentes des salariés. Mais c'est possible, ça existe. Pendant la crise Covid, j'ai été en 100% télétravail. Je commence à revenir au bureau 2 fois par semaine pour ma part. C'est bien, c'est bien. Voilà. Mais il y a des DRH qui sont en digital nomade à 100%. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et en tout cas, quoi que vous décidiez, en tout cas, les ressources humaines, c'est vraiment une fonction passionnante. C'est vraiment une fonction qui est centrale, qui est transverse. On apprend beaucoup de choses, on se challenge beaucoup. Et vraiment, on sent qu'on a un réel impact dans une organisation et c'est ça qui est extrêmement enrichissant. Merci beaucoup. Merci.